Mais moi, l'année dernière, je voulais offrir un petit t-shirt pour un bébé-fille qui avait à ce moment-là 1 an et demi. Je vais au rayon, c'était chez Levi's. Et je vais au rayon, je prends un petit t-shirt que j'aime bien, mais rayon garçon. Et là, la dame, la vendeuse me demande, donc, c'est pour quoi? C'est pour qui? C'est une petite fille, elle a 1 an et demi. Ah, mais vous êtes au rayon garçon, là. Ah ouais, un petit t-shirt. Oui, et genre vraiment, il n'y avait rien dessus, quoi. C'est juste un t-shirt. Un petit t-shirt. Oui, mais elle peut pas le porter parce que c'est pour les garçons. Là, j'aime bien la couleur et tout. Oui, mais là, vous êtes vraiment, elle insiste. Je fais, mais madame, là, vous êtes en train de me dire qu'on est en train de genrer un t-shirt pour un bébé qui, peu importe son sexe, finalement, a la même proportion. On se posait la question de est-ce que la mode non-binaire existe ou pas. Et donc, c'était une question qui nous intéressait vachement avec Lydia aussi, parce que vous allez voir aussi tous les looks, en fait, gender fluid, ou tous les looks non-binaires sont aussi en train de rentrer dans la mode, on va dire, chez les cis aussi, qui représentent la majorité des gens. Et donc, voilà, on se posait plein de questions là-dessus. Et toi, Jenny, en fait, je pense que tu as vachement de réponses à nous apporter et peut-être de l'expérience autour de ça. Je vais parler de mon expérience. Bien sûr. Parce que je ne suis pas un expert sur la mode queer. Mais déjà, moi, je suis très inspirée par la communauté queer de manière générale dans la mode, que ce soit l'univers du ballroom ou même du drag, et le fait qu'en fait, on joue avec l'expression de genre. Il faut faire une différence, c'est l'identité de genre. Oui. Et l'expression de genre, qui sont deux choses différentes. D'accord. Donc l'identité de genre, c'est le genre que tu t'attribues, donc soit celui que tu gardes, qu'on t'a donné à la naissance, soit tu fais une transition de genre, comme c'est mon cas, donc de femme cis vers personne non binaire. Et après, il y a l'expression de genre, c'est-à-dire c'est comment est-ce que c'est ce que tu portes, comment est-ce que tu te montres au monde. Et ça, c'est complètement c'est deux choses vraiment complètement différentes. Moi, par exemple, dans le choix de mes pronoms, c'est il, lui, mais j'aime qu'on me genre au masculin. Pas parce que je me sens plus masculin, mais on va dire c'est pour compenser les 30 années où on m'a genré au féminin. Du coup, maintenant, je suis passée au masculin. Après, au niveau de ma manière de m'habiller, j'aime bien l'idée d'avoir le look le plus poupouf possible et quand même qu'on m'appelle lui, tu vois. Parce que je trouve, en fait, il y a un truc qui se passe dans la tête de la personne en face de se dire, en fait, non, une robe, une combinaison, des talons, du make-up, c'est pas équivaut parce que le genre, c'est une identité, c'est une construction sociale, c'est une identité sociale, c'est un ressenti et aussi une identité. Et après, l'expression de genre, c'est juste comment tu kiffes te montrer au monde. Et les vêtements n'ont pas de genre, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, dans la communauté queer, c'est ce qu'on essaye de montrer de plus en plus. C'est cette idée que les vêtements n'ont pas de genre, mais il n'y a pas eu besoin d'attendre la communauté queer parce que le fait que les femmes portent des pantalons, ça fait des dizaines d'années maintenant, alors qu'avant, les pantalons, c'était pour les hommes. Il a fallu attendre le fameux smoking Dior pour voir une femme en smoking. Voilà, exactement. Et alors, au début, on te parle de look androgyne et tout, machin, etc. Moi, je pense que... Et je pense même qu'il faudrait beaucoup plus démocratiser ce qu'on appelle des vêtements féminins chez les hommes. Ouais. Tu vois, s'autoriser à porter des pièces comme des robes, des petites combis, des jupes, des bijoux. En fait, c'est des étiquettes qu'on colle dessus, quoi, tu vois, et juste s'amuser avec les vêtements qui nous plaisent, tout simplement. Quoi. En fait, je trouve ça hyper intéressant ce que tu disais. Je vois dans le chat, ça réagit beaucoup aussi, parce que je pense que même, ne serait-ce que sur les termes utilisés, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que dire androgyne, du coup, c'est insultant ou pas? Non. Est-ce que quand on parle d'unisexe, c'est la même chose que gender fluide? Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, des femmes qui s'habillent en homme, c'est pareil qu'un homme qui va s'habiller en jupe, par exemple? Ou alors, c'est pas pareil, parce qu'effectivement, on n'est pas dans une société égalitaire. Oui. Et je pense que même pour les gens qui ne sont pas très éduqués à la question, ou pas assez comme moi, par exemple, on se pose même la question de savoir, est-ce que des termes se recoupent et parlent de la même chose? Est-ce qu'il y a une différence, par exemple? Moi, je pensais que queer et gender fluid, par exemple, j'étais là, quel est le truc qui se... Comment dire? Sur quel pied ça peut dire la même chose ou pas? Alors que c'est pas la même chose en vrai, mais souvent, j'ai vu en préparant cette émission que suivant les gens qui en parlent, j'ai l'impression que les termes ne sont pas utilisés de la même manière et que des fois, des gens vont employer des mêmes termes, enfin, je ne sais pas comment dire, des mêmes termes différemment. Mais ces termes-là, ils évoluent aussi avec les gens. Ouais. Et
moi, par exemple, je dirais que je suis donc dans le drapeau trans, en dessous dans le drapeau non-binaire, en dessous dans le drapeau gender fluide, parce que mon identité de genre, elle évolue souvent. Ouais. Enfin, des fois, je me sens plus féminin, plus masculin, mais majoritairement du temps à genre. Genre vraiment, j'ai juste rien. Je suis là, j'existe, on va dire. Et après, la gender fluid, je pense que c'est plus associé à une identité de genre. Androgyne, c'est un look. C'est-à-dire, tu cherches à avoir un look androgyne, c'est vraiment, tu cherches à justement flouter les limites entre le féminin et le masculin. On peut montrer des photos derrière la régie. Je crois qu'on avait des photos de Emma Darcy et notamment Bella Ramsey, qui sont deux actrices non-binaires et qui sont aussi très connues pour leur look et leur... Ça, c'est très androgyne. Ouais, donc Emma Darcy qui joue dans Game of Thrones, House of Dragons. House of Dragons, Et on va aussi voir des photos de Bella Ramsey, qui est l'actrice de The Last of Us et qui a joué dans Game of Thrones aussi. Et il y a Janelle Monáe aussi, qui est non-binaire, mais qui... Alors, ses pronoms, c'est she, they, donc c'est elle, il. Et qui du coup a gardé un look très féminin parce que je pense que c'est ce qui lui plaît et c'est ce qui lui va. On a vu des hommes cis, donc ils se disent toujours cis hétéros, mais adopter effectivement un look qui est beaucoup plus gender fluid. Le plus célèbre, c'est Harry Styles. Oui. On a vu ces dernières années, je pense qu'on a des images, Victor. Comment ? Il fait ce qu'on appelle du queerbaiting. Voilà. Et donc, il va chercher une communauté queer en faisant ça. Donc voilà, on va en parler après justement sur le queerbaiting. Donc Harry Styles, bon, pour les gens qui connaissent, enfin tout le monde le connaît évidemment. C'est l'ex de Taylor Swift. Bon, après, il a fait d'autres trucs. Voilà, il a fait d'autres trucs. J'adore. Il chante aussi. Il chante. Non, c'est évidemment un des membres de One Direction qui s'est lancé dans une carrière solo avec beaucoup de succès et qui a multiplié dans les shoots, dans les apparitions aux avant-premières, dans les défilés, dans les soirées, des looks qui étaient donc considérés comme ou queer ou gender fluid, avec beaucoup d'influence sur sur David Bowie notamment, les trucs très années 70, etc. Et qui est devenu, pour beaucoup de personnes qui ne s'y connaissaient pas, comme une icône gender fluid. Et qui a aussi fait discuter, et notamment sur le queerbaiting, comme tu dis. Et justement, pour rentrer dans cette discussion, il y a une vidéo qui a pas mal tourné d'un youtubeur qui s'appelle Grégoire Simpson, si je ne m'abuse, qui est revenu sur le shooting de Squeezie. Ces derniers temps, Squeezie a fait un shooting avec des vêtements qui étaient aussi très queer. Des gens ont pensé que c'était des travestis. Et des gens ont dit, super, il est LGBTQI friendly, ou il est gay, etc. Et en fait, le gay agenda. Le gay agenda. Le fameux. Et en fait, ce youtubeur a fait une vidéo que j'ai trouvée assez intéressante. J'ai découvert via Artillery, où il expliquait qu'effectivement, est-ce qu'il fait du queerbaiting, c'est-à-dire des hommes cis-hétéros qui, en fait, reprennent des looks très, très queer, mais pour, en fait, affirmer le fait que ce sont des hommes cis-hétéros très bien dans leur peau et qu'en fait, ils sont cool avec le côté gender fluid, mais qu'en fait, ils ne sont pas gender fluid. Dire que c'est une pause, c'est peut-être un peu dur pour Squeezie et pour Harry Styles, mais que finalement, dans le fond, c'est peut-être une manière de réaffirmer le côté je suis cis-hétéro et très à l'aise avec ça, donc j'ai pas peur d'aller dans d'autres trucs. Je suis à l'aise avec... En fait, je suis suffisamment à l'aise avec ma masculinité ou avec mon hétérosexualité pour pas avoir peur d'explorer d'autres expressions de genre. Ça, j'aime bien, et je trouve qu'il faudrait que ça se démocratise un peu plus, parce que, alors, autant les femmes... et le regard de la société, c'est une prison parce qu'on te juge peu importe ce que tu portes. Autant les hommes, c'est une prison mentale, je trouve, qu'il y a ce truc de ouais, mais no homo, quoi. Tu vois, où il faut absolument te détacher de ce truc un peu efféminé qui est perçu comme. C'est moins choquant pour la société de voir une femme s'habiller effectivement en homme que de voir un homme s'habiller en femme. On voit tout le débat autour des drag queens avec la droite, et etc. Tu vois. Alors, en tant que icône gender fluid, moi, je préférerais proposer, par exemple, alors, il n'est pas lui gender fluid, mais je trouve que dans sa manière de s'habiller, une expression de genre très gender fluid, c'est Lil Nas X, le chanteur. Je trouve que directeur créatif chez Crocs. C'est vrai? Ah bon? Il a été directeur créatif chez Crocs. Je l'aime encore plus d'amour. Ok, d'accord. Pourquoi je connais ces infos? Je déteste Crocs. Bon, bref. Je savais pas. Ok. Ben, par exemple, lui, je trouve que dans son exploration de, du style, de sa manière de s'habiller, encore une fois, tu sens que ce qu'il aime, c'est le look, c'est la pièce. Il s'en fout, en fait, si c'est une jupe, un pantalon, machin. C'est juste comment est-ce qu'il a envie de s'habiller aujourd'hui. Et ça, je pense que ça serait bien qu'on démocratise un peu plus
Et après, pour revenir sur Squeezie ou Harry Styles, je dirais que c'est des mecs hétéros pro-femme. Tu vois, genre, c'est un peu cette pose-là, genre, je montre quand même que je suis un peu ouvert d'esprit, quoi. Voilà. Tu vois, genre, je montre que je suis à l'aise dans ma sexualité et dans mon genre, sans, voilà, enfin, et à explorer ce que j'ai envie. Et en même temps, je pense que c'est une posture qui montre un peu à l'extérieur que je suis un peu quand même ouvert d'esprit aux questions, peut-être du féminisme ou en tout cas de la cause LGBT, etc. Mais il y avait eu ce débat avec, comment il s'appelle, le joueur de foot, Mbappé, qui avait fait un shoot photo où vraiment il n'avait rien de gender fluide, hein, mais juste on l'avait pris en photo dans des poses un peu plus douces, tu vois, pas très masculines. Et il y avait eu un tollé sur Twitter, les pépés foot qui étaient en mode Mbappé gay, mais calmez-vous. Le mec, il a vraiment juste fait ça, quoi. Doucement, c'est vrai en fait. que là, on est dans un ghetto. Enfin, les hommes sont souvent dans un ghetto de représentation qui est beaucoup plus serré que celui des femmes. Mais c'est une prison on est dominant dans notre personnelle. genre, les hommes cis-hétéros. Il y a très peu de place pour sortir effectivement du t-shirt pantalon. Ah oui, clairement. Et du coup, je trouve ça cool que justement Lucas fasse ce genre de shooting parce que ça casse les codes d'une virilité genre archaïque. Et je suis d'accord, mais en fait, même si ça reste occasionnel et que c'est juste sur un shoot pour s'amuser et que c'est pas un style qui va reproduire forcément au quotidien, c'est quand même une première petite pierre pour montrer que on n'est pas obligé d'être tout le temps. Mais c'est pour ça que je me posais la question. Il avait du vernis ou tu vois, il paraît même sur ses accessoires, des petits colliers un peu plus girly, le vernis, machin, c'est vraiment etc. Chloé, ma copine qui mais le fait qu'il le montre tu vois, qu'il le montre en stream ou en vidéo, sans que ce soit un shoot, mais juste dans son quotidien, je trouve ça cool aussi, tu vois, d'explorer ça de manière juste, de temps en temps, je mets du vernis et c'est cool, quoi. Moi, quand j'ai du vernis, que je montre un objet en stream ou en vidéo, le commentaire numéro 1, c'est pas sur l'objet, quoi. Oui, c'est sur le vernis. C'est sur le fait que j'ai du vernis, tu vois. Alors que démocratisons les hommes avec du vernis, en fait. C'est comme les pantalons pour les femmes, il y a des décennies. Là, on en est là pour les hommes. Du coup, je me posais vraiment cette question parce que on a vu qu'effectivement, les réactions quand des hommes cis-hétéros notamment vont vers des looks gender fluid ou des looks unisexes ou des looks clairement féminins, en fait les réactions sont très épidermiques encore. Elles sont vraiment très très épidermiques. Parce que le patriarcat. Voilà, et on pense tout de suite à quelque chose qui est, on parle de travesti ou de gag ou de fun, et c'est très dur de le faire au premier degré, alors qu'effectivement une femme qui s'habille avec des boyfriend jeans par exemple ou de manière unisexe, en fait c'est pas une discussion. C'est courant, oui, c'est vraiment du quotidien et personne ne le remarque dans la rue, alors que la dernière fois, j'étais en fripe et il y avait un petit groupe de jeunes gays. J'aime bien les baby queer. Parce que tu sais, moi, je ne me suis pas autorisée à être c'est quoi des baby queer? Baby queer, c'est les ados, jeunes adultes qui sont queer et qui l'assument, quoi, tu vois. Enfin, moi qui est la trentaine bien passée et qui va comment ça s'appelle, en Pride et qui voit des baby queer de 15-16 ans avec leur drapeau et leur look, et je suis en mode genre, à leur époque, moi, j'aurais même pas rêvé pouvoir le faire. Déjà, je n'étais même pas sûre de si je l'étais ou pas, mais de toute façon, c'était... Il y avait trop de LGBT-phobie à l'époque pour... voilà. Et maintenant, de voir des... Tu vois, la dernière fois que je suis venue à Paris, donc c'était pour Furax, je suis passée dans une friperie et là, je vois un petit groupe de baby queer et il y avait ce petit mec qui avait du make-up, une jupe et ses potes. Enfin, tu vois, tout le monde était... Et en fait, j'aime trop voir ça, j'aime trop voir cette liberté de me dire que moi, j'avais peut-être un peu moins quand j'avais leur âge et qu'il y aura de plus en plus avec le temps parce que la génération Mais là, il y a des Z, chiffres sur la génération Z où effectivement, les gens qui se déclarent non binaires, ça a explosé, quoi. Je crois que c'est la génération la plus queer. En tout cas, qui le dit le plus ostensiblement. Et c'est pas parce qu'en fait, c'est un effet de mode. C'est juste qu'il y a toujours eu des personnes queer, mais elles vivaient cachées par peur des représailles. Et comme aujourd'hui, il y a de plus en plus cette acceptation-là, en fait, il n'y a pas plus de personnes LGBT aujourd'hui, c'est juste que c'est plus facile de l'assumer ou en tout cas de le dire, tu vois. Et ça prouve aussi une chose, parce que dans la non-binarité, c'est aussi un combat féministe, on ne va pas se mentir, c'est l'idée, au-delà que moi, ce soit juste une identité de genre, c'est l'idée qu'en fait, la dernière barrière du patriarcat, c'est la binarité de genre. Parce qu'en fait,
hommes et femmes, cette construction sociale, c'est aussi pour dire les dominants, les dominés. Et en fait, si on pète ça, tu pètes aussi les rapports de force de genre. Et j'aime l'idée qu'on aille de plus en plus vers ça, en tout cas avec cette nouvelle génération. Ouais, ça va vers là. Et dernier petit point pour revenir à la mode, du coup. Justement, on se posait la question de est-ce qu'il y a des marques gender fluid ou des marques non binaires. Et je me suis toujours dit pareil, des gens qui s'habillent gender fluid ou non binaire, c'est juste t'es une meuf. On va dire, par exemple, tu achètes des fringues d'hommes. J'ai découvert une marque qui s'appelle Peau de Loup et qui a bossé notamment avec les jumelles Tigane et Sarah, que je pense que vous connaissez, qui sont des artistes canadiennes très connues. Et qui, en fait, Peau de Loup, c'est une marque donc gender fluid et qui fait des vêtements, des coupes et des pièces d'hommes avec des coupes et des tailles de femmes, en fait. D'accord, ok. Notamment, donc je ne savais pas si c'était quelque chose qui était marketing ou pas, parce qu'il y a des gens qui dénoncent le marketing autour d'une récupération de la mode gender fluid en disant on va inventer des pièces, alors qu'en fait, juste... Fringuez-vous chez les mecs et les meufs. Ouais. Mais effectivement, cette marque Peau de Loup dont on m'a parlé, je la trouve intéressante. Parce qu'effectivement, ils disent, nous, on a une démarche et qu'on a des vraies coupes qu'on fait nous-mêmes. On travaille quelque chose pour avoir des pièces gender fluid, c'est-à-dire des pièces qui vont plus sur des femmes qui ont souvent, on va dire peut-être des épaules moins larges, qui sont moins grandes, etc. Mais sur des coupes traditionnelles, enfin des pièces et des designs traditionnels d'hommes. Et pareil, je me posais la question là-dessus, je me demandais si il y avait une récupération autour de la mode gender fluide, ou si effectivement il y avait une vraie démarche qui se justifie de dire on peut faire des marques gender fluide, c'est-à-dire littéralement les pièces sont des pièces inédites. Et voilà, je trouvais ça intéressant autour de Peau de Loup que j'avais découvert justement en préparant l'émission, où effectivement l'idée du gender fluide, c'est de dire justement on s'en fout et on va chez des marques d'hommes, de femmes. Oui, peu importe. Alors la récupération marketing, je pense qu'elle dépend de qui est l'intention, de qui est derrière. Par exemple, si c'est des personnes queer qui veulent faire des fringues pour des personnes queer, let's go. Après, si c'est un grand groupe qui se dit tiens, je vais surfer sur une mode pour me faire un max de thunes, oui, clairement, il y a la récupération. Après, il y a des marques unisexes. Ou des pièces unisexes, je sais pas, je pense à Uniqlo, Gap, des trucs à la con comme ça, où tout le monde peut aller se fringuer là-bas, c'est vraiment les mêmes t-shirts pour tout le monde. Sur Asos, il y a des marques unisexes, mais je retiens pas les noms. Et après, moi, si j'ai envie de m'acheter des t-shirts de mecs et des shorts de mecs, je vais dans le rayon hommes. Et de toute façon, ce qui serait trop bien, c'est qu'à terme, il n'y ait plus de rayon hommes et femmes, et juste catégorie t-shirt, catégorie jupe, et juste des tailles, et c'est tout en fait. Mais moi, l'année dernière, je voulais offrir un petit t-shirt pour un bébé-fille qui avait à ce moment-là 1 an et demi. Je vais au rayon, c'était chez Levi's, et je vais au rayon, je prends un petit t-shirt que j'aime bien, mais rayon garçon. Et là, la dame, la vendeuse me demande, donc c'est pour quoi? C'est pour qui? C'est une petite fille, elle a 1 an et demi. Ah, mais vous êtes au rayon garçon, là. Ah ouais, un petit t-shirt. Oui, et genre vraiment, il n'y avait rien dessus, quoi. C'est juste un t-shirt. Un petit t-shirt. Oui, mais elle ne peut pas le porter parce que c'est pour les garçons. Là, j'aime bien la couleur et tout. Oui, mais là, vous êtes vraiment, elle insiste. Je fais, mais madame, là, vous êtes en train de me dire qu'on est en train de genrer un t-shirt pour un bébé qui, peu importe son sexe, finalement, a la même proportion. Vraiment, ça va commencer à me t'as une nourrisson qu'un bébé, vraiment, tu regardes un bébé, c'est un petit garçon, une petite fille, vraiment. Oui, vraiment, le rayon bébé genré. Là, par contre, c'est déjà absurde. Mais là, encore plus, parce que elle insistait vraiment que non, tu peux pas lui acheter parce que c'est pour les petits garçons. Elle était gênée, que je choisisse le mauvais rayon. Mais ça, je connais pas de marques qui font pas de différence dans leur rayon, dans leur site sur hommes et femmes. Moi, j'ai rien qui me vient en tête non plus. Moi, toutes les marques que je connais, il y a forcément, tu choisis homme-femme au début. Oui, c'est la première sélection, c'est homme-femme, et après, Je pourrais peut-être comprendre, encore une fois, peut-être que je fais de maladresse, mais peut-être, tu vois, sur des fringues de sport, par exemple, où effectivement, tu as des trucs très moulants, et tu as peut-être des morphologies sur la poitrine, les hanches, etc., qui t'obligent peut-être à avoir des généralités qui font que tu as des différences hommes-femmes. Mais c'est vrai que quand tu vas sur des marques, même quand tu vas chez Uniqlo, en vrai, en fait, tu as un rayon homme-femme. Oui, bien sûr. Tu vois, même si les looks sont très unisexes. Moi, je pense à une marque française qui s'appelle Noyoko, qui fait des vêtements, mais c'est plutôt mixte, tu vois, et ça peut aussi bien aller aux femmes qu'aux hommes, et ils n'ont pas forcément de catégories différentes pour les deux, quoi. Oui, en gros, tu rentres dans le magasin et c'est juste, il y a des fringues et c'est tout, quoi. Non, mais... il y en a de plus en plus. Oui, donc, mais d'où le grand désarroi des personnes non binaires quand tu arrives devant un rayon homme-femme.
Moi, je shut down, hein, vraiment. Ah ouais. Même devant les toilettes hommes-femmes, non, c'est pas vrai. Mais oui, ça serait bien, en tout cas, qu'il y ait de moins en moins cette binarité-là et cette séparation, et qu'en fait, les gens s'habillent tout simplement comme elles veulent. Parce que de toute façon, le genre évolue avec le temps, l'expression de genre évolue avec le temps. Quand on regarde comment les hommes s'habillaient il y a 100 ans par rapport à il y a maintenant, le fait que dans certaines cultures, jupe, pas jupe, pantalon, pas pantalon, on s'en fout. Enfin, c'est pas forcément... Je veux dire, tu vas au Japon... Alors, le Japon, c'est quand même une société très patriarcale et très binaire. Hein, je ne vais pas non plus mentir là-dessus. Mais par exemple, tu vois, genre, le kimono, c'est un vêtement... Voilà, qui n'a pas de genre, en fait. Les yukatas, ça n'a pas de genre. Après, ça va être dans la manière dont tu vas l'accessoiriser, etc. Mais des vêtements vraiment juste qui vont à tout le monde. Est-ce qu'il y a une mode finalement non-binaire ou gender-fluid, ou est-ce que c'est plutôt les gens qui ont besoin d'avoir des termes pour en fait un courant de société qui Ouais, je pense qu'il n'y a pas de mode non-binaire ni de mode gender-fluid. Par contre, il y a un mouvement queer qui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un combat, c'est aussi un combat politique d'être une personne queer, et qui remettent constamment en fait en question les questions de genre, les questions d'orientation sexuelle, d'expression de soi, et on va de plus en plus là-dedans. Donc je dirais pas qu'il y a une mode non binaire, mais par contre, de toute façon, dans la mode, je pense que les personnes queer ont toujours influencé la mode, que ce soit dans les maisons de haute couture jusqu'au prêt-à-porter. Mais dans la rue et sur les réseaux sociaux, de plus en plus également.